Quand la pièce s'est emplie d'un son sec et inattendu, tout le monde a détourné la tête. Une feuille a glissé du fauteuil en cuir et est devenue une traînée blanche sur le parquet brillant. La vieille dame, courbée sur son lit, avait les doigts pâles posés sur un document que tous croyaient indéchiffrable. Et une fillette venue des rues avait sauté entre les chaises pour arracher ce papier comme si sa vie en dépendait. La scène fut brève et violente, le frottement du papier résonnant plus fort que les respirations contenues des héritiers. La fille, sale, vêtue d'un manteau trop grand, parlait avec une urgence qui fendait le silence. « Lisez-le maintenant !» On voyait le souffle court, le frottement des draps, le parfum d'eau de colonne ancien qui flottait et la poussière légère qui dansait aux rayons de lumière traversant le volet entrebâillé. Le fils aîné recula, le visage dur, la fille cadette étouffa un rire et l'avocat inspira lentement comme pour reprendre contrôle. « Qui lui a donné le droit d'entrer ici ?» tonna une voix glacée. La fillette leva les yeux et sa voix, rauque et surprenante, dit quelque chose que personne n'avait prévu. Elle a dit que je devais lire ces mots. Et alors que la vieille dame détournait légèrement la tête et murmurait un nom presque inaudible, une respiration étranglée a pris la pièce. Qu'est-ce qui se cachait derrière ce geste déroutant? Vous le découvrirez bientôt dans cette histoire qui mêle héritage, mensonge et vérité opiniâtre. Avant d'aller plus loin, dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez et activez la cloche pour ne pas manquer la suite. La fille s'appelait Léa, elle avait 10 ans ou peut-être 12, il était difficile de dire tant la rue façonne vite des visages. Elle était arrivée dans le manoir en désordre, les chaussures pleines de boue, les mains tachées d'encre et de miettes de sandwich sec. Elle parlait avec une urgence qui semblait venue d'une autre vie, comme si elle portait sur elle un contrat que le monde refusait de lire. La chambre où la milliardaire Eugénie Morel reposait était un monde à part. Veilleuse tamisée, cadre doré, tapis aux motifs usés, un verre d'eau posé près du lit qui reflétait la lueur d'une lampe. Les rideaux dégageaient une odeur d'encaustique et de fleurs artificielles. Les voix autour d'elle changeaient de ton, passant du mépris au calcul froid. Le parquet craquait sous les pas pressés. On entendait au loin le bruit d'une fontaine dans le jardin, un relais d'eau qui faisait un murmure continu. Léa lut le premier paragraphe à demi-voix, et sa voix trembla. « Je lègue tout à celle qui saura dire mon prénom comme au premier jour. » Ce simple fragment fit vaciller l'équilibre d'une famille qui croyait tenir ce testament comme une certitude. L'air se fit métallique, comme quand un appareil s'éteint soudainement. L'avocat prit les papiers d'une main sèche et dit « Ce document doit être… » « Vous n'avez pas le droit !» Mais la vieille dame, avec une clarté inattendue, appuya la main sur la sienne et articula une instruction faible mais ferme. La scène qui suivit fut l'étincelle d'une tempête. Insultes, tentatives d'expulsion, la petite criant que la vérité se cachait dans un carnet retrouvé au grenier. La vieille dame avait dit « lisez son nom », et cela suffit pour que des secrets commencent à bouger. La réaction dans la pièce fut immédiate et brutale. Luc, le fils aîné, se leva d'un bond, le costume net serrant ses épaules, et ses mots furent des pierres. « Qu'est-ce que vous faites ici? Sortez, enfant, sortez tout de suite !» Claire, la fille cadette, fronça les sourcils, le rouge à lèvres presque intact sur ses lèvres pâles, et ajouta d'un ton de dédain « On ne laisse pas des mendiantes toucher au papier !» L'avocat, Antoine, prit un air professionnel et dit « Nous allons appeler la sécurité, madame. On ne peut pas laisser un mineur manipuler un testament. » Léa se recroquevilla, mais la vieille femme, Eugénie, fit un petit geste de la main, comme pour cacher un secret. « Arrêtez, dit-elle, d'une voix qui avait encore le goût du café froid et des confidences anciennes. Laissez-la rester. » Marc, le jardinier, entra, portant encore la terre sur ses bottes, et murmura « C'est étrange, madame, elle me rappelle quelqu'un. » L'infirmière, Hélène, qui veillait depuis des jours, posa une main tremblante sur le bras d'Eugénie et secoua lentement la tête. « Elle est lucide parfois, dit-elle. » Luc rugit, attrapa fermement Léa par le bras et tenta de la tirer vers la porte. « Ne la touchez pas !» cria alors Sophie, une assistante sociale qui se trouvait là par hasard et qui connaissait certains dossiers de l'abri municipal. La tension monta, les rideaux frémirent, la lampe projetait des ombres longues sur les visages. Léa hurla quelque chose que l'on n'entendit pas clairement et se dégagea en frappant la main de Luc, laissant sur son gant une trace d'encre. Les objets dans la chambre semblèrent retenir leur souffle.
Ce moment fut rapide, mais il installa une fracture. La famille croyait à un monde de droit coutumier. La rue croyait en une autre loi, celle de la mémoire et des traces. Le passé de Léa commença alors à se déployer en images et en mots, comme un journal qu'on feuillette lentement pour comprendre pourquoi une enfant des rues avait osé pénétrer dans le sanctuaire d'une riche héritière. Léa était née dans un quartier ouvrier, fille d'une mère épuisée et d'un père qui était parti avant qu'elle n'ait des souvenirs. Elle avait appris très tôt la sensation du froid dans la poitrine et l'art de transformer un morceau de pain rassis en un repas raisonnable. À 6 ans, elle connaissait déjà les itinéraires des abribus, l'heure des nettoyeuses de la grande gare, les poches des autobus qui la laissaient passer de la nuit au matin. Son premier vol fut un geste instinctif, attraper une pomme tombée d'un étal. Une fois attrapée, elle avait su qu'il fallait sourire pour échapper au regard des passants. Sa mémoire gardait l'odeur du savon d'une vieille voisine qui lui avait donné un par-dessus une fois, le goût d'un chocolat chaud partagé derrière la porte d'un restaurant, la texture rude d'un banc sur lequel elle avait dormi l'été. Puis il y eut la perte plus grande, la disparition d'une main qui la protégeait. Un jour, sa mère n'est pas revenue, et Léa a appris que le monde pouvait oublier des gens. Elle avait trouvé refuge à l'abri municipal tenu par Noémie, une éducatrice qui essayait de tenir ensemble ce qui restait, et par un groupe d'habitants qui lui offrait parfois un sandwich, un bonnet, une oreille. Mais malgré l'attention de personnes comme Noémie et Sophie, la rue restait son école. Elle avait appris à lire dans les regards, à reconnaître un mensonge dans une poignée de main, à repérer une faille dans les conversations chuchotées des adultes. Ce passé avait forgé en elle une résistance et une intuition. Là où les adultes voyaient des papiers, elle sentait des histoires. Là où on lui disait de ne pas trop qu'espérer, elle gardait un petit carnet taché d'encre, avec des noms griffonnés, une carte de la ville et des traces de colis récupérés. Ce carnet avait un penchant pour les lieux oubliés, et c'était dans un de ces lieux, sous un toit vermoulu, qu'elle trouva une photo d'une femme qu'elle reconnaissait plus tard comme Eugénie, riant, jeune et libre. La photo avait un parfum de café et de cire, elle avait été pliée longtemps et ses bords portaient la mémoire d'un feuille ancien. Ce sont ces souvenirs, ces textures et ces odeurs qui l'avaient poussée ce jour-là hors de sa route habituelle et droit dans la chambre du manoir. Après ce flashback, la narration s'arrêta un instant, comme pour laisser le spectateur respirer. Si vous ressentez la peine de cet enfant, sachez que vous n'êtes pas seul. Maintenant dites, pensez-vous que Léa a eu raison d'entrer dans ce manoir? Répondez par oui ou non et expliquez brièvement pourquoi. Votre réponse aide la communauté à réfléchir à la manière dont la société traite les plus vulnérables. Écrivez aussi la ville d'où vous nous regardez, nous aimons savoir d'où viennent nos spectateurs. Si vous êtes ému par cette histoire, partagez-la. Chaque commentaire peut encourager quelqu'un à écouter plus attentivement les voix qui habitent nos rues. Nous lisons beaucoup de vos messages et parfois ce sont ces commentaires qui inspirent des rencontres et des retrouvailles. Maintenant que vous avez donné votre avis, revenons à ce qui s'est réellement passé dans cette pièce où l'odeur de parfum ancien s'était mêlée aux effluves de boue et de pain sec. Lisez, restez et préparez-vous. La suite contient des preuves, des mensonges dévoilés et une bataille juridique qui allait retentir bien au-delà des murs du manoir. Les jours qui suivirent montrèrent la rudesse de la survie. Léa retrouva ses routines. Le banc sous le marché, le coin derrière la vieille église où le chaudron de soupe offrait un peu de chaleur, les échos métalliques des tramways annonçant les heures. Elle rencontra des alliés inattendus. Marc, le jardinier, qui lui glissa parfois des légumes abîmés. René, le voisin, qui fermait les yeux quand elle s'abritait sur son palier. Noémie, de l'abri municipal, qui lui fournissait des couvertures. Sophie, l'assistante sociale, qui tenta de relier des pièces administratives, et Hélène, l'infirmière, qui lui donna un pansement et un sourire véritable. La rue était un lieu de rituel. Un chuchotement à l'aube pour se répartir les couvertures, une file le soir pour la soupe, un échange de nouvelles comme on échange des cartes. Ces scènes étaient pleines d'odeurs de café renversé, de graisse de frites, de tissus humides. Pleines de textures, de papier journal froissé, de mains calleuses et chaudes. Léa apprit que la confiance se gagne pièce par pièce, par petits actes répétés. Elle vit aussi le mépris, regards détournés, portes qui claquent, employés qui appelaient la police à la moindre plainte.
Mais il y eut aussi des gestes généreux, comme quand Marie, la propriétaire du petit bistrot, lui offrit un morceau de pain et une soupe chaude, ou quand Lucie, une adolescente de l'abri, partagea sa couverture sans poser de questions. Ces gestes installèrent en elle la conviction que, même au cœur de la rue, des liens pouvaient se nouer et protéger. Des noms furent inscrits dans sa mémoire, chacun avec une action. Marc qui creusait, René qui veillait, Noémie qui inscrivait des signatures, Sophie qui déposait des dossiers, Hélène qui apportait des soins. Ensemble, ils formaient un réseau fragile mais réel. Le premier vrai lien avec le monde d'Eugénie fut inattendu. Marie, la patronne du bistrot, avait remarqué la photo ancienne que Léa portait dans son carnet. Un soir, en essuyant une tasse, elle murmura « Je connais ce visage. Ma grand-mère travaillait autrefois pour les Morel. » Ce petit fil devint une corde. Marc, le jardinier, accepta de faire une petite perquisition discrète dans le parc du manoir, cherchant une vieille boîte oubliée près d'un rocher couvert de mousse. Il sentit sous ses doigts la rugosité du métal, l'odeur d'humidité et de papier moisi. Il rapporta un carnet jauni, des tickets de théâtre, une carte d'identité usée et un petit portefeuille. Ces objets portaient des traces, empreintes partielles, annotations en encre bleue, une étiquette au nom d'Eugénie datant d'avant sa richesse. Sophie, l'assistante sociale, fit le lien administratif. Des noms dans le carnet correspondaient à des bénéficiaires d'une petite pension non déclarée il y a des années. Ces preuves semblaient à la fois minuscules et explosives. Elles ouvraient une porte sur une histoire que la famille voulait garder sous clé. Les mains qui tenaient ces objets tremblaient, l'odeur du cuir usé embaumait l'air, et le goût métallique de l'injustice revenait à la surface. C'était le début d'une infiltration douce dans l'ordre établi. La montée de la tension prit forme quand Léa accepta, poussée par la mémoire et la curiosité, d'entrer de nouveau dans le manoir. Cette fois, la scène fut plus longue, plus travaillée, un jeu de pistes dans lequel chaque bruit importait. Le plan fut simple, entrer par le service, trouver le grenier, chercher le journal d'Eugénie qui, selon Marc, contenait des dates et des noms. La nuit était froide, le portail grinça comme une vieille porte qui se rappelle des années. Léa passa par une porte arrière laissée entr'ouverte par un employé oublieux, sentit l'air chauffé du couloir contre son visage, entendit les pas s'éloigner des domestiques, le cliquetis d'une horloge qui marquait les heures lourdes. Elle monta l'escalier de service, ses chaussures crissantes contre l'escalier en bois, et ouvrit la porte du grenier comme on ouvre un coffre. L'odeur de poussière la frappa, mélangée à celle d'encre sèche et de carton. Le grenier était une carte du monde passé d'Eugénie, chapeaux empilés, valises, boîte aux lettres anciennes et un journal relié qui l'attendait sur une table. Léa l'ouvrit. Les pages craquèrent, la poussière dansa comme de petites lucioles. Elle lut des lignes à demi effacées, un nom, une date, une adresse d'un abri. Là, dans une marge, un mot répété, souvenir. C'était une trouvaille mineure pour certains, mais pour Léa, c'était une clé. La fuite fut plus dramatique. Alors qu'elle descendait, le plancher gémit et un bruit d'alerte surgit. Des faisceaux de lumière l'ont repéré, des voix s'élevèrent. « Un intrus! Attrapez-la » cria quelqu'un. Léa courut, glissant parfois, sentant le froissement du tissu et la chaleur de l'adrénaline. Elle heurta une porte, sentit la poigne glacée et atteignit finalement le jardin où l'air était plus pur et le parfum des aiguilles de conifères laissa tomber une promesse de liberté. Des chiens aboyèrent, des lanternes cliquetèrent. Marc, prévenu par un coup de fil, surgit d'un bosquet, essoufflé, et aida Léa à franchir une clôture. Les sons de la poursuite s'estompèrent, le goût du sel de la transpiration resta. Ce moment de course de presque prise fut un tournant. Il montra que la vérité pouvait susciter la colère des puissants et que même la peur pouvait être un moteur. De retour à l'abri, les pièces trouvées furent examinées. Noémie prit les objets, souffla sur la poussière, sentit le cuir et les fibres du papier. Sophie commença à noter les dates, à faire des copies, à contacter un ami d'association qui connaissait un juriste. L'avocat Antoine, du manoir, n'ignorait pas l'existence d'anciennes dettes morales, et quand on parla de reconnaissance d'identité, il se hérissa. Ce fut le moment où la procédure légale entra en scène.
Pour expliquer simplement, l'ouverture d'un testament ou la contestation d'un document implique une expertise qui vérifie l'authenticité, une procédure de dépôt au greffe et, si nécessaire, une instruction par le tribunal. L'expertise graphologique consiste à comparer l'écriture avec d'autres échantillons connus pour établir la signature. L'examen des papiers par un archiviste permet de dater l'encre et le papier. Et une vérification des témoins et du courant bancaire identifie des transferts illicites. Ces étapes prennent du temps et demandent des preuves tangibles. L'humidité, le type d'encre et le filigrane du papier peuvent être déterminants pour prouver qu'un testament est valide ou falsifié. Les experts firent une liste d'éléments à chercher. Correspondances anciennes, reçus, enregistrements médicaux et témoignages d'anciens employés. Les découvertes s'accumulèrent. Dans le journal, il y avait des noms d'anciennes aideuses, une référence à un acte signé auprès du notaire Dubois, et une photo presque déchirée où Eugénie, jeune, posait avec une petite fille sur les genoux. Luc, voyant l'état des preuves, commença une campagne pour discréditer tout élément trouvé, parlant de vol, d'intrusion et de fraude. Claire fit des déclarations publiques minimisant la lucidité de leur mère. L'avocat mena des démarches pour récupérer les objets saisis. Mais l'opinion commença à changer. Marc, René et Marie prirent la parole, racontant des souvenirs d'Eugénie moins lisses que le portrait officiel. Des dons anonymes, des visites impromptues à l'abri, un amour discret pour des femmes oubliées. Des voisins rappelèrent l'horaire de visite, un courrier ancien fut retrouvé, et la police accepta d'enregistrer une plainte. L'enquête prit une tournure officielle quand l'inspecteur Durand fut nommé pour instruire le dossier. Il demanda une perquisition au manoir pour retrouver d'autres documents. Le souffle se fit plus court, les pièces s'alignèrent. Le moment clé fut l'audience préliminaire. La salle était pleine, les fauteuils vibrant d'une attente contenue, l'air chargé d'un parfum de cire et de costumes neufs. Léa était là, petite silhouette sur une chaise, avec Noémie et Sophie à ses côtés. Antoine, l'avocat du manoir, ouvrit la séance avec un ton contrôlé. « Nous demandons le retrait immédiat de ces pièces présentées comme preuve, dit-il. Sophie prit la parole, expliquant l'origine des objets, la découverte au grenier et le carnet corrodé par l'usage. Marc témoigna, décrivant la sensation du métal froid dans ses mains, la poussière qui tombait comme une pluie et le goût amer de l'injustice. La défense tenta de renverser la logique, disqualifier la fillette, parler d'intrusion. Mais l'expertise graphologique, présentée par un spécialiste invité, montra un lien entre l'écriture du journal et des lettres d'Eugénie adressées, jadis, à des associations. Les 500-600 caractères de tension de ce moment furent respirés en paragraphes courts, les visages se tendirent, les juges prirent des notes, et la salle sembla se refermer sur une évidence, il y avait eu autrefois des actes de solidarité d'Eugénie qui n'avaient pas été déclarés à la famille, et qui expliquaient pourquoi elle avait souhaité confier un héritage à quelqu'un qui, selon elle, avait besoin d'une chance. L'avocat tenta une dernière manœuvre, parlant de manipulation, mais l'émotion dans les mots de Léa, relatant la photo et la mémoire d'un sourire, toucha un coin de salle que la froideur du corsa réussit à prendre fin. Droit ne pouvait ignorer. La confrontation finale se joua devant un tribunal, mais aussi devant la ville. Des voisins, des habitants de l'abri, des journalistes et des internautes s'étaient rassemblés. Claire et Luc criaient à la fraude, lançant des accusations, tandis que des témoins comme Marc et Marie racontaient des gestes concrets. L'examen des comptes fit ressortir des dons effectués vers des petites associations et des acomptes en espèces non inscrits. L'expertise médicale établit l'état de lucidité d'Eugénie aux dates cruciales. Le médecin légiste, interrogé, décrivit la méthode, examen clinique des facultés cognitives, analyse des dossiers hospitaliers, recoupement avec les témoins. Il expliqua, en 300 caractères environ, que l'on vérifiait orientation, mémoire à court terme, capacité à comprendre et à exprimer une volonté pour établir la validité d'un acte sur son lit de mort. Ces éléments firent pencher la balance. Le juge, après avoir écouté la lecture des notes, reconnut qu'un testament antérieur pouvait avoir été rédigé sous l'influence d'une pression ou dans un état d'incapacité. Il ordonna une enquête plus poussée. La tension monta, les respirations furent contenues, et au moment où la lecture officielle du Nouveau Testament fut annoncée, la salle se tut. On entendait le papier se déplier, comme on entend parfois une première pluie. Le verdict partiel arriva peu après.
Certaines dispositions furent invalidées. Une enquête fut ouverte pour vérifier des transferts bancaires et la responsabilité de personnes ayant isolé la vieille dame. Claire et Luc furent mis sous enquête pour soupçons de falsification et d'abus d'influence. La justice ordonna la nomination d'un administrateur provisoire pour gérer l'héritage et la mise en sécurité des comptes. La reconnaissance publique des actes passés d'Eugénie donna lieu à un mouvement de solidarité. Une collecte fut organisée pour les bénéficiaires identifiés et l'abri municipal reçut un don anonyme créditeur. La fillette, qui avait joué un rôle central, fut prise en charge par les services sociaux. Noémie et Sophie travaillèrent à lui trouver une solution stable. Les membres de la communauté se rassemblèrent, la presse raconta l'affaire et la réputation de la famille fut égratignée. Le son d'une sonnette de téléphone retentit comme un rappel que la vérité, une fois trouvée, ne se tait pas facilement. Un des moments de tension majeure se déroula lors d'une perquisition en soirée. Les barreaux d'une fenêtre furent forcés, la poussière s'éleva, la lampe torcha l'obscurité et l'on trouva une boîte scellée. Les mains tremblaient, les regards se croisaient et sur une table, un nom était écrit, multiples fois comme un chapelet. Ce souffle d'angoisse dura et laissa des silences lourds. Un autre moment critique survint quand un témoin clé, une ancienne gouvernante nommée Jeanne, hésita avant de témoigner, craignant des représailles. Elle parla finalement, racontant des repas partagés et des quittances signées en marge. Son témoignage pesa lourd. Un troisième pic de tension fut le jour où les comptes furent dévoilés. Les chiffres exposés eurent le goût métallique d'une trahison. Enfin, la confrontation entre Léa et Claire devant le juge fut un choc. Mots tranchants, regards humides et une petite main serrée autour d'un carnet qui avait plus de valeur que de l'or. Le procès ne fut pas une simple lecture de chiffres. Il révéla des couches de vie humaine, des lettres d'amour cachées, des retraits en liquide jamais expliqués, des courriels anonymes reconstitués, un carnet où étaient inscrits des dons à des noms que la famille ignorait. La preuve la plus décisive fut un enregistrement audio retrouvé sur un ancien magnétophone où l'on entendait la voix d'Eugénie, claire et décidée, dicter des instructions au notaire. L'authenticité de l'enregistrement fut vérifiée par une expertise acoustique qui montra la concordance des fréquences et la cohérence des bruits de fond avec des enregistrements connus de la maison. Le tribunal ne pouvait plus prétendre à un simple malentendu. Il y avait eu une volonté répétée et des actes pour la suivre. La condamnation partielle tomba. Des sanctions furent prononcées à l'encontre de plusieurs héritiers pour abus de faiblesse et tentatives de fraude, avec des peines civiles et des amendes. Le juge ordonna également la mise en place d'un fonds pour les bénéficiaires identifiés. Quand la sentence fut rendue, un silence humide traversa la salle. Les jours de conflit semblaient s'atténuer. L'épilogue s'ouvrit un mois plus tard. Léa, encore sous le choc des audiences, coulait entre l'abri municipal et la maison d'accueil d'une famille d'accueil appelée Marie et Paul qui acceptèrent de la recevoir temporairement. Elle reçut un petit carnet d'illustrations, un manteau propre et commença à fréquenter l'école de quartier. Ses nuits furent d'abord remplies de rêves désordonnés, des couloirs, des escaliers, des mains qui lui prenaient la sienne. Puis elle apprit à dormir en paix. L'abri reçut des dons et améliora certaines de ses conditions. Noémie organisa des ateliers pour enfants. La ville parla encore de l'affaire, mais d'une façon qui valut moins par le tumulte que par l'action. La petite routine de Léa commença à ressembler à une vie. 3 mois après le procès, le panorama avait changé. La fondation mise en place grâce aux décisions judiciaires avait distribué des bourses, des aides pour la scolarité et financé une petite rénovation du toit de l'abri. Léa avait commencé des cours du soir pour rattraper son retard scolaire. Elle avait appris à lire plus vite, à compter sans hésitation et à écrire les noms avec une régularité nouvelle. Elle rendit visite à Marc et à Marie, apportant avec elle des biscuits et des histoires de la classe. Hélène, l'infirmière, la surveillait avec un sourire attendri. 6 mois plus tard, la transformation était tangible. Léa avait intégré un foyer d'accueil stable géré par une association partenaire. Elle participait à des ateliers de théâtre et riait souvent. La communauté qui s'était mobilisée pour elle organisa une fête modeste où elle fut inscrite comme ambassadrice du sourire retrouvé. Les relations avec la famille Morel restèrent tendues. Certains membres firent appel, d'autres se retirèrent. Mais ce qui comptait pour beaucoup, c'était la trajectoire de la petite fille. De la rue à un banc d'école, d'un carnet jauni à une reconnaissance publique. La justice ne répara pas tout. Les blessures morales, les années perdues, les nuits froides restent.
Cependant, des conséquences concrètes émergèrent. Un fonds pour des aides locaux fut créé, des procédures de vigilance ont été mises en place dans certains notariats et des campagnes d'information sur l'abus d'influence auprès des personnes âgées virent le jour. Les personnages secondaires trouvèrent aussi leur chemin. Marc continua son travail au jardin, désormais reconnu. Marie amplifia son aide, René resta le voisin protecteur. Noémie reçut une médaille commémorative donnée par la municipalité pour son engagement envers l'abri. Sophie promit de suivre d'autres cas semblables. Léa, elle, grandit avec une curiosité qui devint force. Elle gardait, encore, le carnet où était collée la photo d'Eugénie jeune. Elle regardait parfois la fenêtre en imaginant d'autres histoires à refaire. Le dernier plan la montrait, assise à une table, la lumière tombant sur le papier, écrivant un mot simple « Merci ». Si cette histoire vous a touché, dites-le dans les commentaires et partagez-la. Inscrivez-vous pour d'autres récits où la vérité finit par se frayer un chemin. Et souvenez-vous, parfois, une main qui se tend suffit pour changer une vie.